Et je pense que la difficulté, quand tu grandis, c'est de n'être dans aucune case. Donc il y en a beaucoup, tu vois, qui vont avoir leur lutte personnelle pour s'émanciper de la case garçon, la case fille, la case étranger, étrangère, immigrant, immigrante. Parce qu'on les met dans des cases. Parce qu'on les met dans des cases. Mais moi, j'étais nulle part. Et je faisais même pas partie d'une minorité, j'étais juste toute seule. Et il y en avait d'autres qui étaient tout seuls, mais on est comme des îlots séparés quand on fait partie de ces choses-là, tu vois. Bienvenue sur le Woki Toki Toki Wiki Podcast. Je suis Héloïse et je vous retrouve aujourd'hui pour la 2e saison du podcast. Cette saison est sur le thème des voyages solo. J'ai commencé ma chaîne YouTube Anthropovlog sur laquelle je fais des vlogs sur l'anthropologie. Tous les épisodes du podcast sont également disponibles sur cette chaîne. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram sur le compte @anthropovlog pour échanger sur le podcast et les vidéos. Je serai ravie d'échanger avec vous. Pour être notifié du nouvel épisode, abonnez-vous dès maintenant sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou YouTube. Si vous êtes extra, vous pouvez me laisser un petit 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. Cela m'aide grandement pour faire grandir ce podcast. Cet épisode est avec Lisa. Lisa est une amie de Paris. Elle a un parcours unique. Sa mère est allemande, son père est grec. La première langue qu'elle a parlée à l'école est l'anglais, parce qu'elle habitait en Jamaïque. En arrivant en France, elle a appris à parler le français quand les autres enfants commençaient à l'écrire. Après le bac, elle est partie en Inde pour faire du volontariat. Elle étudie maintenant à Vienne. La première partie de l'épisode fait le lien avec la saison 1 sur les bilinguismes à Montréal. On parle de son apprentissage des langues, comment elle a appris chacune de ces langues et comment elle les parle encore aujourd'hui, ce que chaque langue signifie pour elle. On parle de son intégration dans la société française, une société où on trace beaucoup de cases pour séparer les individus par une identité raciale et langagière. Dans la deuxième partie, Lisa raconte son voyage en Inde, avec le choc des cultures, sa confrontation avec la pauvreté et surtout le sexisme en Inde. Elle parle de la difficulté de voyager seule dans des conditions compliquées. Lisa nous parle avec sincérité, humanité et aussi beaucoup de sagesse. Alors sans plus tarder, je vous présente Lisa. Je m'appelle Lisa Varoxis et j'étudie à Vienne depuis 1 an les sciences du théâtre, du cinéma et des médias. J'ai une mère allemande et un père grec et j'ai globalement grandi, j'ai vécu presque toute ma vie en France et j'ai fait une année de césure en Inde avant de commencer mes études. Alors je parle, je vais les énumérer puis comme ça je saurai combien il y en a. Je parle donc français, allemand, grec, anglais et je me débrouille en espagnol et je vais essayer de m'améliorer. Donc on peut dire 4,5. Ok. Comment t'as appris chacune de ces langues? Alors, avec mes parents, donc l'allemand et le grec, c'est mes 2 langues maternelles et paternelles, respectivement. Ça a été beaucoup d'écoute, parce que j'ai grandi, même si donc j'ai vécu très brièvement en Jamaïque, et ça m'a permis d'apprendre en tout premier lieu l'anglais, donc dans le sens de l'apprentissage d'une langue à l'école, ça a été d'abord l'anglais. Okay. Sauf que parallèlement à ça, ma mère me parlait presque toute mon enfance exclusivement en allemand. C'est-à-dire que même dans la période où on vivait en Jamaïque et où moi je pouvais répondre en anglais, quand j'avais 2-3 ans, on avait des dialogues comme ça bilingues quoi. Et mon père parlait avec le grec. Donc quand moi je lui parlais en anglais, lui me répondait en grec. Et en plus de ça, il m'amenait régulièrement donc, là où il y avait le reste de l'heure de famille, donc en Grèce, en Allemagne et au Luxembourg, pour que je puisse aussi pratiquer les langues. Et le français, c'est arrivé à mon retour de Jamaïque, donc je pense que j'avais 4 ans, et je l'ai appris à l'école. Donc j'ai été muette pendant un long moment, en fait, au début de mon retour en France. Et tu écoutais les gens parler en fait. J'écoutais les gens parler, mais surtout j'avais peur de leur répondre parce que je voyais bien que personne parlait anglais à cet âge-là, parce que tout le monde était francophone. Et moi, je parlais presque pas français. J'avais un petit peu entendu mes parents, parce qu'ils parlaient déjà français avant quand même. Ils avaient déjà vécu en France avant tout ça. Mais voilà, donc j'ai appris le français entièrement à l'école. Et l'espagnol, je l'ai appris au lycée, comme toi. On l'a appris ensemble au lycée, avec des très bonnes profs. Ouais. Voilà. Et est-ce que c'était compliqué pour toi d'apprendre l'anglais et le français juste à l'école et sans avoir le côté familial? C'est-à-dire de ne pas avoir grandi avec les langues natales, en gros, pas... Ok. Oui. Ou du coup, tous les enfants, eux, savent déjà parler la langue, en fait. Et toi, tu l'apprends sur le tas à l'école, là où les enfants n'apprennent pas la langue, mais ils apprennent une autre matière, en fait. Je pense que l'anglais, c'était
beaucoup moins difficile que le français pour 2 raisons. Parce que déjà, c'était un âge tellement petit où personne parlait trop à l'école, en fait. C'était un âge où on rentrait tous et toutes un peu à l'école. Et du coup, c'était un âge où tout le monde a un petit peu commencé à s'exprimer pour la première fois. Donc, comme on était tous ensemble et toutes ensemble à essayer de faire ça ensemble, ça allait. Et en plus de ça, c'était comme un âge où tu n'es pas encore trop consciente de tous ces mécanismes sociaux et tout. Et puis moi, j'apprenais comme j'apprenais le reste. C'est spontané. C'est spontané. Et surtout, tu as beaucoup moins de panique, je pense, à cette idée-là. Et après, quand tu grandis avec la conscience des choses, le français, c'était vachement plus dur. Et puis en plus, on s'attend vraiment des enfants à ce qu'ils sachent déjà s'exprimer, quoi, quand on rentre au CP, etc. Donc c'était des pressions différentes. Et du coup, tu as appris le français à 6 ans, 7 ans Je pense que je l'ai vraiment appris entre 5 et 6 ans, ouais. C'est là que j'ai... Et du coup, pour apprendre à écrire, t'as appris à parler et à écrire le français en même temps, en fait. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'à nouveau, c'est pas particulièrement un don, c'est juste que quand tu es vraiment jeune, on sait, tu vois, les études ont été faites là-dessus, il y en a plein, qui montrent que quand tu es petite ou petit, et que tu as déjà appris plusieurs langues, tu as des mécanismes qui sont en toi, et que comme tu es jeune et que ton cerveau est encore, on va dire, un peu vierge, et qu'il peut absorber vraiment très fort, si tu lis, moi je pense que mes parents ont beaucoup contribué en m'offrant des livres, etc., en faisant la lecture, et puis tu peux suivre, il y a un super truc, c'est quand tes parents te lisent des livres quand tu es petit ou petite, et qu'ils te suivent avec le doigt, tu apprends vraiment plus vite à lire ensuite, et du coup ça m'a beaucoup aidé. Petite anecdote, c'est comme ça que j'ai appris à lire à la messe. Voilà, mais c'est bête, mais ça marche vraiment bien. On avait les trucs que le prêtre, des petits livres en fait pour enfants où le prêtre parle, et j'ai appris à lire des mots de messe en fait avant d'apprendre à lire des mots de la vie de tous les jours. Donc merci l'église. Mais oui, complètement. Et pareil avec la musique et tout, tout ce qui est avec des paroles ou culturellement parlant, c'est vraiment, tout est efficace, tous les facteurs peuvent jouer. Quand t'es petite, tu absorbes, mais tout, t'es vraiment une éponge. Donc toi, les livres que t'as commencé à lire, c'était en quelle langue en fait quand t'étais petite? Mes premiers livres? Ouais. Ah, c'est une bonne question. À mon avis, mes premiers livres étaient allemand et grec. Ok. À mon avis, oui, parce qu'en plus, il y avait des cadeaux probablement de ma famille, et je me souviens distinctement de livres. Maintenant, ce qui est rigolo, c'est que mes premières comptines, je me souviens, étaient, truc cliché, maternelle, donc elle venait plutôt de ma maman, donc elle était vachement allemande, mais elle me chantait aussi plein de comptines françaises. Ah ouais. Ouais. Et aussi mes nounous que j'ai eu par la suite en France me chantaient tout le temps des comptines françaises. Et je pense que ça a beaucoup contribué aussi à ma formation dans la langue. Ouais. Et tu t'es pas perdue en fait entre toutes les langues mélangées au quotidien en fait T'as réussi à faire des barrières Non, parce que je pense que ça n'arrive un peu à personne de mélanger des langues, tu vois. Enfin, je veux dire, j'ai vraiment rarement vu des gens qui en apprennent et qui les mélangent. Mais oui, j'avais parfois des mots qui me venaient pas et tout. Moi, j'ai des petits comme de la dyslexie, mais quand je parle, où j'utilise le mauvais mot, parce que dans une autre langue, il veut dire ce que je voulais exprimer. Ça m'arrive. Mais de vrais dysfonctionnements, non. Et apprendre à écrire, en fait, t'as commencé à apprendre à écrire le français, donc comme t'étais à l'âge où t'avais des cours particuliers pour apprendre l'allemand, le grec, l'anglais. Tu veux dire si pendant que j'apprenais le français, si j'avais parallèlement des cours pour continuer à développer les autres? Ouais. Non, alors j'ai pas eu des cours particuliers autres que le grec, parce que c'est la langue que j'ai le moins l'occasion de pratiquer. Okay. Et ça a un peu été un débat tout au long de ma vie, c'est que c'est la langue que j'ai le moins développée de toutes celles que je connais. Et en plus de ça, c'est quelque chose que je pratique seulement en été, quand je vais en Grèce, mais c'est vraiment limité. Et avec mon père, maintenant, on a tendance à presque toujours parler en français, si ce n'est caler une expression grecque, c'est qu'on peut pas dire que c'est parler grec non plus. Et du coup, ça, oui, mes parents, enfin surtout mon père m'a relancé plusieurs fois, et j'ai pris quelques heures de cours de soutien, mais j'ai toujours eu un peu de... J'ai pas détesté ça, mais je trouvais ça très fastidieux. Et je pense que vraiment, pour faire des cours de soutien dans une langue qu'on connaît un petit peu déjà, et où le prof ou la prof prend longtemps à savoir ce qu'on sait déjà, donc souvent on rabâche, et en fait ça m'a vraiment, enfin j'ai eu comme une énorme flemme de m'y mettre, et à la fois je regrette, et à la fois je sais que si par exemple un jour je vais vivre un mois ou un an à Athènes, je sais que tout va me revenir et que je vais pouvoir faire des merveilles en peu de temps, quoi, parce que les langues c'est des mécanismes et tu les oublies pas vraiment, et tu peux t'améliorer vite une fois que tu as des bases fondamentales, je pense.
Et je sais le lire. Donc, tu vois, si je voulais m'y mettre, et si je commençais à essayer de lire en grec, ce serait dur au début, mais je suis sûre que je pourrais m'améliorer de manière autonome. Et tu sais écrire un peu du coup? Écrire du grec, Ouais. oui, mais j'ai du mal parce qu'ils ont par exemple 3 i différents. Et il y en a par exemple un, je sais qu'il va toujours en fin de mot, mais les deux autres, je connais pas la nuance et je crois qu'il n'y a pas de différence grammaticale. Donc c'est-à-dire c'est des différences, juste les mots se sont formés comme ça. Du coup ça, oui j'écris, mais je fais des fautes d'orthographe que aucun grec et aucune grecque ne ferait quoi. Ok. Donc, voilà. Et aussi il y a des accents toniques, etc. Donc parfois quand je sais pas comment les mots se prononcent, je mets pas d'accent tonique et j'espère qu'on comprend ce que j'écris. Et... Ouais. Voilà. Donc tu fais des erreurs de non-grécophones, enfin de personnes. Ouais. d'étrangers en fait. Ouais. Mais c'est vrai qu'on me demande pas non mais plus quand d'écrire le grec. quand tu parles grec, est-ce que les gens pensent que t'es grec? Enfin, t'as un accent ou... Moi je pense que j'ai un léger accent, mais on me l'a jamais dit. Alors que dans d'autres langues, on m'a. Ça c'est rigolo, tu sais, parce que j'ai ma soeur, ma petite soeur Olivia, a rencontré une amie du Québec. Et cette fille, elle aimerait devenir actrice. Et quand elle a passé les castings au Québec, en fait, elle a vraiment pas l'accent québécois. Ce qui est étonnant parce qu'elle a vécu toute sa vie là-bas. Mais elle a un léger accent quand elle est en France qui n'est pas français. Et du coup, quand elle va, par exemple, elle voyage souvent au sein de la France. Quand elle va au nord de la France, tout le monde pense qu'elle est du sud de la France. Quand elle est au sud, tout le monde lui dit qu'elle est de Paris. Quand elle est à Paris, tout le monde lui dit que ça se voit qu'elle est canadienne. Et au Canada, tout le monde lui dit qu'elle a un accent français. Et j'ai vraiment la même chose parce que quand je parle allemand, alors maintenant ça s'est amélioré maintenant que je vis à Vienne, mais on me disait toujours... En fait, c'est rigolo parce que parfois personne disait rien et d'un coup je leur apprenais qu'en fait j'avais vécu en France, ils disaient ah maintenant que tu le dis il y a un petit accent français tu vois et on me l'avait jamais dit avant et j'ai ça dans toutes les langues donc je suis un petit peu apatride des langues tu vois. Non mais c'est rigolo. Ouais. C'est rigolo, c'est que t'as l'accent de la langue natale mais t'as un petit truc qui fait que c'est pas que les gens se disent mais du coup je sais pas bien comment on peut qualifier ça doit être un accent de plusieurs langues en même temps quoi. Ça doit littéralement être ça, comme j'en ai appris plusieurs en même temps je pense que c'est l'accent de Lisa. Ouais mais c'est ça, mais du coup c'est très répandu parce que cette fille Marie-Christine elle a la même chose avec mais c'est fou parce que tu sais pas dire son français est comme un petit peu québécois mais en même temps pas du tout, c'est vraiment curieux comme phénomène et ça s'observe, c'est toutes les personnes qui grandissent avec plusieurs cultures. J'entends ça souvent des gens, tu dis ah mais c'est pas tout à fait natif français mais tu sais pas d'où parce que c'est un mélange de plusieurs langues en fait, de manière de parler et puis même dans la langue elle-même il y a des gens c'est au-delà de l'accent, parfois c'est juste une manière d'accentuer les mots qui est différente. Donc par exemple tu peux avoir une personne qui va parler français avec un accent une prononciation française mais avec une manière d'accentuer les mots qui est un peu allemande, ou par exemple ce serait ou les phrases même et tu dis ah ça c'est bizarre mais je sais pas donc mais donc ça t'arrive en fait dans toutes les langues que les gens te disent donc je suis jamais c'est curieux parce que du coup je suis jamais non plus à ma place dans les pays parce que en Allemagne je suis la grecque, en Grèce je suis l'allemande, à Vienne je suis la française. C'est vraiment, tu sais, les gens ont une perception des frontières qui est toujours un petit peu, si tu as un mélange de plusieurs endroits ils ont tendance à voir la partie autre de toi, la partie étrangère. Et ma mère, crois-le ou non, maintenant que tu parles allemand, les gens lui trouvent un accent français. Alors qu'elle est allemande. Donc je précise, oui, ma mère est allemande et elle a passé vraiment. Et ça fait combien de temps qu'elle habite c'est vrai qu'elle a passé maintenant la majeure partie de sa vie en France, mais elle a vraiment passé 25 ans de sa vie, de sa naissance jusqu'à une partie de l'âge adulte, pour le coup, en Allemagne. Sa langue natale, et c'est sa langue natale, elle a parlé toute sa vie, même maintenant elle parle encore avec toute sa famille, avec moi, avec plein de collègues, parce qu'elle travaille dans une ONG. Et pourtant, on le dit maintenant qu'elle a un accent français. Donc c'est curieux. Et en français, elle a un léger accent allemand. Donc à nouveau, tu viens d'où, tu vois, une fois que tu commences à être partagé comme ça. Et toi, tu le vis comment, du coup, d'être partagé entre tous ces pays, en fait Moi, je pense qu'il y a vraiment des moments difficiles, notamment, mais je pense que tu grandis un peu avec... Ça t'oblige à avoir une forme de sagesse, parce que quand j'étais petite, c'était vraiment dur. Au primaire, j'avais une prof qui était vraiment raciste en fait. Au CP, j'avais une prof, c'était Martine. Et c'était mes débuts en France. Martine, si tu nous écoutes, c'est pas très gentil. Et Martine était vraiment ouvertement raciste en fait. Elle votait à Le Pen et elle nous le disait. Et elle mettait, je me souviens, au premier rang tous les élèves de couleur autre que blanche. Donc de métis à noir, à légèrement les yeux bridés. Elles étaient au premier rang. C'était vraiment une forme de ghettoisation. Et elle nous a fait le jour de la rentrée, je me souviens comme si c'était hier, alors que j'avais 5 ans. En 5 ans, que je suis entrée au CP, pas 6, que je suis
tard en 1999, donc j'étais vraiment petite. Et elle a fait lever la main aux gens, elle a dit qui dans la salle est français ou française, il fallait lever la main. Et j'ai levé la main à aucun moment. Et ça m'a vraiment fait mal. Elle a demandé qui est du christianisme, qui est du judaïsme, qui est machin, etc. Et pareil, mes parents ne m'ont jamais baptisée pour me laisser la liberté d'eux. Et en fait, je faisais partie de rien. Et je pense que la difficulté, quand tu grandis, c'est de n'être dans aucune case. Donc il y en a beaucoup, tu vois, qui vont avoir leur lutte personnelle pour s'émanciper de la case garçon, la case fille, la case étranger, étrangère, immigrant, immigrante. Parce qu'on les met dans des cases. Parce qu'on les met dans des cases. Mais moi, j'étais nulle part. Et je faisais même pas partie d'une minorité, j'étais juste toute seule. Et il y en avait d'autres qui étaient tout seuls, mais on est comme des îlots séparés quand on fait partie de ces choses-là, tu vois. Et ça, c'était vraiment dur. Mais ensuite, quand j'ai grandi, j'ai vu ça comme déjà, évidemment, une force, parce qu'au fur et à mesure, des gens commencent à te féliciter et à te complimenter. Et ça, j'avoue que tu en tires une fierté, parce que la fierté, c'est pas d'être né avec des langues, c'est après d'avoir géré une vie qui est remplie de ça. Mais surtout, j'ai commencé à remettre... de travail, en fait. Ouais. De continuer à parler surtout 4 langues, en fait. Il faut les avec l'espagnol, du coup. Et il faut les entretenir quand même. Ouais. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai compris que... Enfin, j'ai développé cette idée que ça développait surtout du patriotisme, tu vois, de se dire je suis de là, et que quelque part, tant pis, tu vois, si j'ai un accent qui correspond à rien, et au fond, quand je réfléchis, c'est absolument pas un problème, ça peut surprendre, les gens peuvent ne pas savoir m'associer à un pays ou à une culture, mais tant pis, au fond, ça veut pas dire grand-chose de qui que ce soit, et je pense que du coup, ça m'a éclairé peut-être plus vite, et plus sensiblement, et plus directement que plein d'autres gens, donc dans ce sens-là, ça m'aura renforcé, même si au début, c'était dur. Est-ce que du coup, tu te sens plus proche de ta sœur ou vous êtes dans la même situation? Peut-être qu'elle, elle n'a pas grandi en Jamaïque, mais sinon vous êtes toutes les deux dans les mêmes cases qui ne sont pas des cases en fait. Donc est-ce que tu trouves que vous vous comprenez là-dessus, là où avec d'autres gens tu ne comprends pas ou ne te comprennent pas en fait? C'est intéressant comme question. Ma sœur... En tout cas, peut-être qu'elle n'en parle pas encore trop, mais je crois ne pas trop m'avancer en disant qu'elle empathie peut-être un petit peu moins, mais pour des raisons qui sont un petit peu négatives, dans le sens où mes parents, c'est beaucoup de travail de parler plusieurs langues avec tes enfants. Genre vraiment, même si c'est ta langue natale, de continuer à parler en 2 langues, c'est vraiment dur. Et ma sœur, elle est née à Paris. Donc en fait, on est rentré de Jamaïque et ma sœur est née très peu de temps après ça. Et alors, mes parents, du coup, ont commencé à dialoguer en français entre eux. Et ils n'ont pas oublié, mais juste c'était épuisant, tu vois, de jongler après entre l'allemand. Ma mère parle couramment grec, donc l'allemand, le grec, le français. Et puis moi, surtout, je parlais maintenant, à ce moment-là, j'ai commencé à parler seulement français. Et après, c'était un peu la dispute avec mes parents, où eux me parlaient en allemand et en grec, et moi, je répliquais seulement en français. C'était un sujet de dispute. Mais ma sœur, du coup, elle a un peu grandi avec moins de contradictions. C'est ça juste ce que je veux dire. Ok. Et toi, pourquoi tu voulais répondre en français en fait? Parce que j'avais vraiment peur de ma différence au début, à cause de ce que je t'ai dit aussi sur ma prof raciste, mais même plus tard au collège, parfois j'avais honte que mes parents viennent devant le collège et me parlent en allemand ou en grec. Et je voulais contrebalancer en montrant aux gens, même je me souviens parfois dans les lieux publics, j'avais peur que les gens pensent que je sois étrangère, et je répondais toujours en français pour affirmer que, tu vois, non, moi aussi je suis de là. C'est encore ce manque de repères et de cases, je pense. Ouais. Même si c'est quand même des langues qui sont un peu moins discriminées que... Oui, alors oui, tu vois, j'imagine même pas les gens qui sont de pays arabes ou autres, ça doit être encore un autre enfer. Ouais, parce que je trouve qu'on est beaucoup plus clément envers quelqu'un qui parle à ses parents en anglais, par exemple. Cette personne, c'est la star de l'école, quoi. Ouais. Alors que arabe, c'est pas du tout valorisé. Enfin, donc là, il y a quand même une hiérarchie dans les langues. Et toi, t'as pas trouvé que l'allemand ou le grec était discriminé un peu, ou c'était juste parce que c'était différent, ou il y avait une valorisation, dévalorisation du coup? Moi, je pense, juste pour des raisons pratiques, j'étais plus de fois dehors avec ma mère qu'avec mon père, dans des lieux publics, etc., dans le temps. Et l'allemand a quand même, moi je trouve, une longue histoire de discrimination par rapport à la France, rien que par rapport à la guerre. Genre, ça peut sembler complètement comme rétrograde de parler de ça, mais en fait... En fait, pas tant que ça. En fait, pas tant que ça. Je sais pas si toi, dans ton collège, c'était pareil, mais moi, dans mon collège, les gens qui choisissaient allemand, ceux qui choisissaient espagnol, ils disaient « Mais pourquoi tu fais allemand ?» Ouais. « Pourquoi tu fais ça ?» Tu vois. Et puis t'as des imitations d'Hitler. Exactement, tu vois, des blagues sur l'accent allemand qui est nazi, en fait, alors c'est que ça, c'est et que c'est hyper violent et hyper fort, tu vois, cette espèce d'imitation et de moquerie. Il y a des préjugés qui restent, en fait. C'est ça. Et moi, je les ressentais très fort, parce que pour moi, c'était pas une langue, c'était ma culture. Et en plus, moi, avant cette période-là, j'ai
jamais considéré l'allemand comme une langue violente. Pour moi, c'est une langue très douce. Ouais. Et c'est une langue très drôle qui permet... Enfin, moi, je trouve que tu peux faire... Il y a plein d'expressions en fonction des langues qui te permettent d'exprimer plein de choses différemment. Et parfois, par exemple, avec mes parents, ça m'arrange parce qu'il y a vraiment une blague que j'ai envie de faire en grec, tu vois. Et je peux la faire, même si on est en train de parler français. Et bah, tu vois, le fait que d'un coup, ma langue, la mienne quand même, soit vue comme ça m'a fait mal. Et en plus, des blagues, j'en ai écumé. Et au bout d'un moment, je pense que font beaucoup de gens, c'est que tu te les appropries parce que tu peux pas trop survivre autrement. Donc tu les prends pour toi. C'est Voilà. la protection en fait. C'est ça. Je pense qu'il y en a beaucoup qui font ça. Ouais. Surtout, je pense dans les langues arabes justement. Enfin, je sais pas si tu te souviens, mais à Duruy, donc dans notre lycée où il y avait quand même peu de personnes de pays arabes, ils faisaient tous les clowns et ils s'auto-moquaient de leur culture. Je me souviens. Bah en fait, toi tu te caches et tu dis que surtout ta double culture elle est pas du tout présente et que t'es français. Soit tu t'en moques et à ce moment-là, bah, c'est une protection en fait. Ouais, c'est ça. Mais du coup, t'as mené vers ma prochaine question qui est est-ce que tu utilises chaque langue de manière différente? Ouais. C'est ma réponse. Oui, ouais, next. Ok, super. Oui. Déjà, je pense que je suis une victime énorme du phénomène international qui est le franglais, qui est de mettre des... Mais moi, c'est grave parce que je peux te faire un paragraphe en anglais au milieu d'une phrase. Mais ça a à voir avec le fait aussi que, surtout ma maman, donc qui travaille à l'UNESCO, est entourée toute la journée, tous ses amis, toutes ses collègues, etc. sont des personnes qui parlent toutes les langues du monde. Donc la langue dans laquelle on se retrouve, dans laquelle mes parents sont des gens un peu festifs, qui accueillent souvent des gens pour l'apéro et tout. C'est l'anglais. Et c'est l'anglais. Et du coup, j'ai rencontré des gens hyper drôles de plein de cultures qui faisaient ces blagues en anglais. Et parfois, j'ai envie de reprendre leurs expressions, etc. Et ça me vient. Mais du coup, je pense que tout le monde fait un peu ça de nos jours, tu vois. Tout le monde utilise, genre, tu fais une phrase en parfait français avec du passé simple et d'un coup, il y a un mot anglais, tu vois. Donc oui, l'anglais, ça marche comme ça pour moi. Et après, il y a des langues, par exemple, dans lesquelles je préfère. Je sais que la poésie française, je trouve ça sublime. Et je sais que, par exemple, par exemple, la poésie allemande m'intéresse moins. Mais je trouve, par exemple, que l'art romanesque allemand, parce que les phrases sont en soi en allemand déjà un peu longues et compliquées, parce que c'est la structure de la langue, ça fait que les romans, je trouve, ont une espèce de rythme que moi j'aime beaucoup, qui est un peu lent parce que les phrases sont longues, etc. Un peu à la Proust. C'est tout l'art romanesque allemand qui est comme ça. Donc oui. Et je trouve que le grec, c'est une langue très agréable à parler. C'est un peu comme un défouloir. Je trouve qu'il y a des langues comme ça, non mais tu vois, comme l'espagnol ou l'italien, qui sont des langues un peu faciles, avec des règles grammaticales pas trop compliquées. Et une fois que t'as un peu dedans, je trouve que ça fait du bien. Et c'est une langue qui permet beaucoup d'exclamations. Et donc c'est bête, mais il y a beaucoup de gens qui se fâchent en italien. Tu remarques, c'est une culture comme ça, on a cliché ce stéréotype de s'énerver, mais c'est parce que c'est une langue qui sonne bien quand tu la lâches comme ça. Ouais, mais il faut pas les voir comme des choses négatives, c'est juste une langue dynamique et qui s'expulse comme ça. Moi je trouve ça très libérateur. Passionné en fait. Ouais, exactement, plutôt que. Donc toi tu trouves que le grec est passionné comme langue. C'est vraiment une langue c'est une langue qui fait que monter et descendre. Quand on entend quelqu'un parler grec, ça ne peut pas être monotone parce que c'est pas structuré comme ça. Ouais. Et en plus, toi, t'aimes beaucoup lire. Ouais. Donc, tu vois vraiment les nuances dans le style même dans la littérature, en fait, de la langue. Et est-ce que t'as pareil en musique, par exemple? Dans quel sens? Ou du coup, tu trouves que la langue a une musicalité qui rend que ça rend mieux dans des chansons? Ouais. Ah, c'est sûr. Mais alors là, tu vois, dans ce sens-là, moi, j'aime très peu la musique française. Parce que je trouve que c'est une langue... Alors, il y a des exceptions. Mais tu vois, les exceptions, c'est un peu... Proust disait, et je trouve ça hyper juste aussi pour les chansons françaises, que quand un livre est vraiment bien écrit, t'as l'impression qu'il est écrit dans une langue étrangère. Et je trouve ça hyper juste, parce que pour moi, par exemple, Barbara, qui a priori chante en français, elle a inventé une langue. Elle a vraiment une tonalité et un grain de voix qui, pour moi, enfin, c'est pas du français, tu vois. À chaque fois qu'il faut que je me souvienne que Barbara est une chanteuse française, je me dis, voilà, c'est fou. Et Edith Piaf, pareil, il y a des exceptions comme ça, mais globalement... Mais c'est aussi parce que la manière de parler est différente que maintenant. Ça, c'est vrai. C'est vrai, je pense qu'il y a beaucoup d'époques qui jouent aussi, mais même à l'époque, c'était des ovnis, tu vois. Ouais, mais moins que Barbara, je trouve. Je trouve qu'il est moins lyrique et moins différent et moins étranger à la langue française que, par exemple, Barbara. Ouais. Mais je pense que c'est très personnel et je pense que c'est juste parce que mon oreille s'est développée différemment. Ouais. Mais du coup, j'aurais tendance à dire que le français se prête moins, beaucoup moins même, à la musique que l'anglais, qui est une langue plus brève et qui permet, je trouve, de faire plus de jeux. Et je pense que c'est pas un hasard si la pop
peut continuer de se développer presque exclusivement sur l'anglais, par exemple. Ou que l'espagnol, qui a un son un peu de guitare, s'est développé sur les guitares. Je pense que tout ça colle ensemble. Et ben justement, l'espagnol, je trouve que c'est une des plus belles langues pour chanter. Ou enfin, pas personnellement, mais j'adore entendre des gens chanter espagnol ou portugais, je trouve ça sublime. Je trouve qu'il y a... J'ai peut-être jamais rien entendu d'aussi beau que des chants en espagnol. Et les chants grecs, c'est très profond, c'est très grave, c'est un peu guttural. Ça vient de très très loin et ça a aussi ce rythme un peu qu'on entend dans la langue. Donc ça fait des musicalités qui sont complètement différentes, qui s'adaptent aussi au chant et aux musiques de manière complètement opposée. Et je trouve ça sublime de noter ça. C'est fou. Ouais, c'est fou. Est-ce que t'es plus drôle dans une langue que dans une autre? Tout à fait. Non mais complètement. Et ça pour le coup c'est parce que je sais que quand je regarde beaucoup d'humoristes français ou françaises, je suis vachement plus drôle en français. Mais je crois que je peux être très très drôle en anglais. Et ça c'est pour la culture des séries, des sitcoms et des films. Quoi. Les trucs comme Friends, je pense que si... Friends. Je pense que si t'as regardé si tu as un petit peu grandi... Friends, ouais. Si t'as un petit peu grandi avec tous ces objets culturels là, je pense que tu développes un humour américain. Ce qui est fait exprès, tu vois. Je veux dire, ils savent que c'est une espèce de lavage de cerveau. En fait, t'as la culture qui est intégrée à la langue. Exactement. Et je pense que c'est... Est-ce que t'as grandi avec une culture grecque, par exemple, ou en fait ça vient de ton père, surtout, la culture grecque? Ouais. Tu veux dire si j'ai grandi en dehors de mon papa dans une culture grecque? Non, parce que en plus c'est toujours sa famille avec laquelle j'ai parlé grec, c'est les gens que j'ai rencontrés en Grèce grâce à mes séjours là-bas, en fait. Ouais. J'ai jamais... Non, donc par exemple, faire des blagues en grec, c'est plus... ça devient aussi naturellement en anglais ou en français ou... Tu sais, c'est rigolo parce que l'humour dépend d'une langue à une autre. En Grèce, ils font des blagues, mais la langue en soi, il y a on peut dire des tocs de langage un peu, qui sont des blagues en eux-mêmes, tu vois. Genre, un peu comme en arabe, le chip, par exemple, ou en Afrique, etc. Bah, il y a un peu des trucs similaires en grec, mais ça peut être des mots ou des phrases entières qui sont juste comment on dit, des marqueurs. C'est ça, et des marqueurs ou ah, il y a un autre mot. C'est des expressions que tu utilises de manière quotidienne qui sont très drôles. Et si tu les places au bon moment, c'est ça qui va provoquer une chute plutôt qu'une blague de Toto, tu vois. Ça fait rire personne. Mais donc voilà, ça c'est intéressant pour l'humour aussi. Ça marche complètement différemment. Ou même si toi qui as été en Allemagne, t'as dû remarquer que c'était encore tout un autre monde d'humour, quoi. Ben aussi l'humour au Canada, où en fait ils jouent beaucoup plus sur les deux langues. Bah ouais. Où ça va être un truc de deux langues. Et en français, je trouve qu'on va avoir... après ça dépend de ton environnement, je dirais, mais c'est plus des comiques de situation, moins que le langage en soi. Ouais. Ou sinon des jeux de mots pourris. Ouais. Je pense que l'humour est pas moins politique qu'autre chose, et je pense qu'il y a des gens comme Pierre Desproges qui est un humoriste français, si je te recommande. C'est quelqu'un, tu peux lui reprocher vraiment beaucoup de choses, bon, la xénophobie, etc. Mais c'est quelqu'un qui s'est vraiment occupé du fait que l'humour est un truc complètement politique. Et en fait, quand tu regardes, par exemple, stéréotypiquement, on est d'accord que l'humour français, c'est quelque chose qui est globalement très sexiste et vachement raciste. Et tu regardes d'ailleurs les humoristes, Blanche Cardin, qui est la seule humoriste femme à laquelle je pense actuellement, avec Florence Foresti, que je préfère pas compter. Elle fait des blagues sexistes très très grave. Elle avait dit, si je me trompe pas, parfois quand je lis les rapports de viol, ça m'excite. Et en fait elle base son humour sur le pire préjugé sexiste que tu puisses avoir, c'est-à-dire l'espèce de vieille fille, parce qu'elle fait que des blagues comme quoi elle est vierge depuis trop longtemps, machin, elle attend qu'une grosse mais elle le détourne aussi, je trouve. Elle se l'approprie un peu. Oui, mais non, parce que en même temps elle le renforce. Moi je trouve qu'il y a vraiment une limite avec l'appropriation. Tu peux t'approprier des choses, mais quand tu parles de viol, t'approprier ça, c'est vraiment glauque, et je trouve que te rentrer dans la culture du viol, c'est vraiment terrible. Tout ça pour dire, on peut débattre de Blanche Cardin, etc. Mais tout ça pour dire que l'humour qu'on va avoir actuellement découle d'une histoire entière, quoi. Et pareil, juste pour revenir sur la différence entre allemand et français, la raison pour laquelle on va peut-être avoir autant de préjugés aussi sur l'Allemagne, c'est l'historique de guerre qui fait que ça a marqué l'humour français, où il y a plein de blagues sur le nazisme au sein de l'humour français. Est-ce que du coup tu fais des flops en Autriche qui marchent très bien en France, ou Non, alors tu vois, ce qui est rigolo, c'est que je pense que t'as tellement intégré peut-être. Oui, mais je pense que genre je fais que des flops en France parce que les gens sont vachement plus sévères.
j'ai remarqué que, enfin, en tout cas avec moi, je sais pas, c'est peut-être pas une, enfin, Ouais, je ton trouve qu'on expérience. peut jamais faire de généralité, tu vois. Bah, Moi, c'est vraiment que c'est un peu ma le but vie, de mon quoi. podcast, en fait. C'est vraiment que mon expérience, mais je sais que un peu cette culture de ah c'est pas drôle, ah c'est un bide, c'est vraiment j'ai Ouais. vu ça que en France. Ouais. Et je trouve que c'est quelque chose de très cruel. Et moi pour connaître des gens, parce que je me considère pas non plus comme pas du tout drôle, et j'en connais des gens qui n'ont vraiment pas d'humour, et je trouve que c'est des gens qui en pâtissent beaucoup en France et qui en pâtiraient peut-être pas ailleurs, par exemple. Ok. Je pense pas. Je pense qu'on se réfrène, comment on dit, restreint. Ouais. On s'auto-censure en fait. Donc quelqu'un qui est pas drôle pourrait se découvrir Ouais. un pouvoir. Un génie comique. Ouais, voilà, un génie comique, Ouais. même malgré la personne, alors qu'en fait, on va plutôt se moquer plutôt que d'en rire en fait. Mhm. Donc il y a cette espèce de manque de bienveillance qui Ouais. fait que tu te protèges ou tu vas pas t'exprimer. Là où peut-être il y a d'autres cultures qui sont plus bienveillantes sur la personnalité des gens. Ouais, l'humour bête et méchant, c'est vraiment... En plus, je trouve ça terrible. Quand tu censures l'humour, je trouve que c'est la pire chose que tu puisses faire à quelqu'un, à un groupe social. Ouais. Donc mon autre question, c'est est-ce que tu associes des émotions différentes à chaque langue? On en a parlé un petit peu, donc, mais est-ce que tu trouves que, par exemple, l'allemand, qui est la langue de ta mère, est plus... je sais pas, tu associes des émotions qui sont liées à ta mère, en fait, que t'as pas en français, par exemple? Oui, mais complètement, parce que je pense que c'est impossible d'être neutre par rapport à quoi que ce soit, mais surtout par rapport à ça, parce que rien que parce que ma mère me chantait des comptines en allemand, et que dans les comptines il y a des mots, et que parfois il suffit que j'entende un de ces mots, une de ces paroles de chanson en fait, pour que j'associe ça à quelque chose de très tendre. Donc étant donné que quand elle me parle en allemand, c'est comme rythmé de piqûres de souvenirs de cette époque-là où j'étais toute petite et où elle me berçait, ça peut seulement être référencé pour moi à la tendresse. Donc oui, alors pour le coup, si la question concerne vraiment l'allemand, je l'associe complètement à une forme très... Et aussi à beaucoup d'humour, parce que ma mère, c'est quelqu'un que je trouve vraiment drôle, et qui a aussi des expressions qu'elle m'a apprises de ses parents. Son père surtout était très très drôle et il utilisait des expressions allemandes qui s'utilisent plus du tout, et c'est parmi les premières vraies blagues que j'ai entendues en fait qui m'ont fait rire quand j'étais petite. Donc j'associe ça à beaucoup de tendresse et vraiment les débuts de l'humour et ce que ça veut dire rire ensemble. Donc, Et dans d'autres langues, t'as ça aussi? Ouais, moi je pense que l'anglais c'est rigolo parce que j'associe ça complètement à la politique. Pour moi, l'anglais c'est la langue la plus politique que j'ai, pour la simple et bonne raison que tu peux expliquer des trucs importants à des gens de partout en anglais seulement, tu vois. Ouais. Et en c'est Inde, la langue engagée en fait. Exactement. Enfin, en tout cas, c'est la langue internationale, quoi. C'est comme ça nous plaît pas. Et est-ce que tu veux parler de ton voyage en Inde? Ouais, c'est longtemps que j'ai pas fait ça, c'est rigolo parce qu'il y avait une période où je le faisais tout le temps. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en Inde? J'ai été... Alors, originellement, c'était prévu pour un semestre. C'était 6 mois tout rond. Et j'ai eu des problèmes de santé. J'ai fait une espèce de burn-out, donc je suis restée 5 mois. Mais bon, en gros, j'étais une demi-année. Et j'y étais pour travailler au sein d'une petite ONG qui est basée dans une ville... Bon, je dis le nom pour... for the record, mais c'est, tu vois, anglo-saxon. Ouais. Donc c'est Nashik, mais en gros pour situer sur la carte, c'est pas très loin de Mumbai. C'est hyper méprisé en France. Oui, c'est parce qu'on te dit que t'es pédant et que tu verras, t'écouteras les autres interviews avec des Québécois qui font ça tout le temps. Ouais. Où à un moment c'est la conversation en anglais et à un moment ça passe en français. Ouais. Mais en France, c'est parce que c'est raciste. L'humour est raciste en fait. non, ça. Et du coup, tu te retrouves avec des amis qui font des traductions ou qui bizarre où t'es là, mais tu peux dire le mot anglais, c'est pas grave, mais il faut le dire avec l'accent français en fait, sinon. Parce que sinon, ça ferait comme si tu savais parler une autre langue, ce qui est vraiment nul. Ce qui est vraiment pédant en fait. Ouais. Mais tu vois, c'est une culture raciste qui est vraiment enfouie au plus profond. Je pense que l'humour, ça traduit des choses hyper tabous de tous les jours quand tu analyses l'humour d'un pays. Enfin bon, bref. Donc j'étais à Nashik, qui est dans la région du Maharashtra, c'est juste la région centrale de l'Inde, quand vous imaginez l'espèce de tête d'éléphant là. Ouais. C'est en gros au niveau du haut de la trompe. C'est la région de Mumbai, c'est ça que je veux dire. Donc en gros, la grande ville à proximité, c'est Mumbai. Mais bon, en Inde, proximité, c'est pas rien dire, hein, parce que les routes, c'est des espèces de cascades de dingue. Ouais. Mais bon, c'est dans la région du Maharashtra. Et j'étais dans une ONG qui s'appelle Abhivyakti, et Abhivyakti s'occupe
ils ont comme ça quelques focus qui sont le développement durable. Donc c'est à échelle régionale, ils s'occupent que dans le Maharashtra, c'est pas du tout à échelle nationale, donc c'est vraiment une petite ONG. Donc le développement durable, l'éducation des filles et des femmes, que ce soit l'éducation comme scolaire et l'éducation comme morale de savoir s'épanouir. Et ils ont et globalement c'est ça leurs deux grosses, on va dire majeures, leurs points forts. Mais après évidemment ils font tout ce qui est les ponts entre les deux, donc c'est-à-dire l'égalité homme-femme, enfin voilà. Et en fait ils travaillent sur base de collecte des gens de données. bien. Ce sont des gens bien. C'est gens bien parce qu'ils gagnent une misère, ils sont payés tous une misère et c'est presque du bénévolat quoi de travailler là-dedans. Et c'est sur base de workshops et c'est sur base de vraiment entraînement. Donc ils sont maintenant je crois connectés, à la base ils ont commencé avec 15 villages et maintenant c'est 62 villages dans le Maharashtra. Et c'est des filles qui deviennent des chaudini, ce qui veut dire, je me souviens pas mais je crois que c'est figure émancipée. Donc elles font quand même partie de ce programme et c'est comme une nouvelle famille pour elles. Et elles vont à des workshops, donc elles sortent de leur village, ce qui est très rare. Il y a très très peu de filles en Inde surtout qui connaissent dans leur vie entière autre chose que leur petit village. Et elles sont amenées dans un centre d'entraînement qui est très joli, qui est un peu en dehors de Nashik, un peu à la campagne. Et ça dure entre 1 et 5 jours à chaque fois, et c'est parfois plusieurs fois par mois. Et elles analysent un peu de l'extérieur, du coup, elles prennent un petit peu de hauteur pour analyser leur propre situation et elles font des collectes. Voilà. Donc, et quand elles retournent dans leur village, donc il y a un travail préparatoire et post de traitement qui est donc de poser des questions aux filles si elles se sont jamais senties agressées par des garçons, si elles ont jamais été violées, qu'est-ce qu'elles pensent du fait de se marier à 14 ans, toutes, tu vois. Donc en fait, elles se consultent entre elles et elles s'apprennent les unes les autres. C'est un travail à la fois très introspectif et à la fois avec des hauteurs splendides parce qu'elles savent que l'Inde entière fonctionne comme ça. Et une fois que ces données sont collectées, elles rencontrent parfois des filles d'autres villages, elles mettent en commun et après il s'agit de refléter. Et quand tu vois et après elles interrogent aussi les garçons, ça c'est une idée qu'elles ont eue et elles développent des nouvelles méthodes d'investigation. Elles disent c'est pas que aux filles de demander aux autres filles si elles se sentent pas en sécurité le soir et pourquoi. Il faut demander aux garçons si eux se sentent en sécurité et si eux parfois ont l'impression de dépasser les bornes avec les filles. Et puis en fait tu vois, parce qu'il y a ces préjugés. Elles ont quel âge Elles ont tous les âges. Je crois que l'âge minimum doit être peut-être de 14 ans et ensuite elles ont jusque 25 ans. C'est quand même un âge autour de la puberté, hein. C'est pas des extrêmes non plus, il n'y a pas de toutes petites filles ou des filles très âgées. Et après on leur apprend notamment aussi à faire des films, des reportages, et elles font des reportages sur leur propre vie. Et ça permet ensuite, ces reportages parfois sont montrés au gouvernement pour changer la condition des villages. Donc juste un exemple qui m'a bouleversée, ça donne de la visibilité et ça fait vraiment changer les choses. Donc j'étais sceptique, on m'a dit ça change les choses, on les montre au gouvernement, ils sont sensibilisés, j'étais là comme bon, c'est joli sur le papier mais tu vas pas me dire qu'il y a un gouvernement qui fait attention. Et en fait, c'est évidemment pas le gouvernement suprême, le président etc, mais les mairies etc, les trucs départementaux. Il y a une fille qui a raconté l'histoire de comment sa petite sœur est tombée gravement malade dans le village et il fallait qu'elle atteigne l'hôpital en quelque chose comme 2 heures et tout allait bien se passer. Sauf qu'il n'y a aucune route qui lie le village à la ville la plus proche. Donc il a fallu la porter sur un brancard quoi, qui est de fortune et ils sont arrivés trop tard à l'hôpital et sa sœur était là et elle a vu sa petite sœur mourir sur le chemin, doucement. Et elle avec la conscience que s'il y avait eu une fucking route, ça ne serait pas arrivé. Et alors, il y a plein de filles qui joignent le programme pour des raisons complètement émotionnelles et personnelles, mais ce qui n'est pas négatif. C'est pas parce que ta motivation est personnelle. Ça leur donne une façon d'agir en fait. Ça leur donne une façon d'agir et surtout une motivation sans borne. Parce qu'elle le fait et elle fait son reportage sur ça. Maintenant, il y a 3 routes qui lient le village à la ville grâce à ce reportage. Et elle fait ça parce qu'elle t'explique. Donc, elle te dit je veux pas que la petite sœur de quelqu'un meure pour les mêmes raisons débiles qui m'ont enlevé la mienne quand elle avait 9 ans. Et c'est déchirant et ça marche et c'est des filles qui et alors c'est très compliqué parce que demander aux parents de laisser leur petite fille aller faire un workshop pour s'émanciper, tu vois, tu te retrouves à des gens qui vraiment n'ont jamais vu le monde extérieur, ils n'ont jamais regardé la télé. Tu peux difficilement t'imaginer ça de nos jours, je pense, des gens qui vivent comme ça dans un village et qui n'ont jamais rien vu autre chose que leur patelin et leurs 15 vaches et c'est la seule occasion qu'ont ces filles pour voir autre chose. Et c'était absolument bouleversant. Et donc, j'ai travaillé au sein de cette ONG
Donc à la fois avec tous ces éléments filmiques, on m'a appris aussi à faire des différentes méthodes de montage. Ok, donc t'as appris toi-même à filmer Ouais, moi aussi, mais surtout c'est aussi un camp d'entraînement pour apprendre aux filles à se filmer elles-mêmes entre elles et à faire des reportages. Et on leur prête tout le matériel dont elles ont besoin pour faire ça. Et donc elles ont des ordinateurs? Elles ont accès à des ordinateurs. Elles n'ont pas personnellement, mais elles sont invitées à en bénéficier autant qu'elles veulent. Les vidéos, elles sont en ligne ou pas? Elles sont en ligne, ouais. Tu peux trouver la chaîne YouTube, je peux t'envoyer comment s'écrit Abivakti, parce que c'est un petit peu compliqué, il y a des Y et des H où tu penses pas qu'il y en a. mais il y a une chaîne YouTube et il y a toutes les vidéos dessus. Ouais. Ok. Et du coup, c'est des villages où il y a accès à Internet ou... Non. Alors pas du tout. Comment elles sont mises en ligne en fait? Mais non, après elles sont transférées à l'ONG qui a une base de données et alors eux étant basés à Nashik, ils ont tous les accès à Internet dont ils ont besoin. C'est jamais mis en ligne depuis les villages. C'est ça, l'ONG est vraiment comme une phase de transit. C'est pas mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des ONG prennent la parole pour les réfugiés. L'ONU par exemple dit voilà la situation des réfugiés. Et là, c'est vraiment une occasion de mettre le micro sous la bouche des filles, voire de leur donner le micro pour se le passer entre elles. Ouais. Et moi, je trouve que c'est une méthode qui, moi, m'a révolutionné ma manière de concevoir tout ça. Ouais. Voilà. Mais c'est que les gens peuvent être autonomes, en fait. C'est ça. Et moi, j'avais un petit leur donnes leur capacité, dans quel sens? Bah, je suis arrivée et c'est vrai, tu arrives dans ces villages et il y a plein de filles il y en a une qui m'a raconté... moi, en y étant, j'avais 18 ans. J'avais tout juste 18 ans. Et j'ai rencontré une fille de 14 ans, c'est l'âge de ma sœur, donc ça me touche toujours beaucoup. Et qui m'a expliqué que ses parents refusaient qu'elle aille à l'école. Enfin, elle m'a dit, ouais, je lui ai dit, bah, ça se passe bien à l'école, ça te plaît et tout. Elle me dit, non, j'ai plus le droit d'y aller depuis quelques mois. Je lui ai dit, mais comment ça, tu es malade? Et elle m'a dit, non, j'ai commencé à avoir des seins et mes parents veulent pas que je puisse avoir des copains. Et du coup, j'ai plus le droit d'y aller. Je lui ai dit, mais pendant combien de temps? Elle m'a dit, bah non, j'y vais plus jamais maintenant. Et en fait, c'est très dur. Parce que la première réaction, c'est de la colère contre les parents, mais la personne que tu as en face de toi, c'est une petite fille qui est trop bête pour comprendre que c'est pas bien pour elle, tu vois. Moi, j'étais vraiment fâchée parce que, bon, il y a aussi tout le contexte qui fait que j'étais très fatiguée très souvent et j'étais un peu à bout de nerfs de devoir tout expliquer à tout le monde parce que et du coup, tu te sens forcément un petit peu supérieure. Et après, au bout d'un moment, je pense que c'est pour ça que c'est important d'y aller longtemps dans ces pays et pas pendant 2 semaines au cadre d'un petit voyage culturel comme ça, tu vois. Parce qu'au bout d'un moment, tu deviens sensible au fait que c'est la caverne de Platon. Si tu n'as jamais vu autre chose, tu peux pas inventer le changement. Le changement, ça s'invente pas. Il faut des graines, il faut des perspectives. C'est pour ça que l'éducation est aussi fondamentale. Et cette petite fille, quand je l'ai revue une deuxième fois, à la fin du voyage, je l'ai vue une fois au début, une fois à la fin, donc c'était un bon élément de comparaison. Et tout à la fin, j'ai vu à quel point elle était forte. Et il y a une forme de résignation qui est incroyable. Et les femmes là-bas... De résilience. Vraiment de comme se résigner, mais d'en faire une force. Tu vois, de dire, c'est comme ça et je sens bien que c'est pas bon pour moi, mais c'est ma vie. Et je peux pas en sortir. Et je vais quand même vivre. Et ça, c'est bouleversant. C'est très stoïque, en fait. C'est très stoïque. Mais aucun homme ne fait ça. C'est que les femmes qui sont obligées de faire ça. Et même si elles sont contraintes, elles le font avec brio. Et il faut le reconnaître. C'est la seule manière. Tu vois, tu peux pas dire, vous faites tout mal, on recommence tout. Il faut voir ce que ces femmes font, l'accepter et faire à partir de là. Tu peux pas effacer une culture. C'est un bel exemple de développement. Ouais. Cette ONG. Ouais. Parce que le développement, c'est un milieu qui est compliqué dans le sens où... Enfin, le développement durable. C'est dans le sens où tu peux pas imposer aux autres ton mode de vie en disant mais t'inquiète pas, c'est mieux, tu verras, c'est mieux. Et ça détruit, en fait, c'est comme ça que tu détruis des cultures. Et en même temps... et ça marche pas aussi. Ça marche pas, oui. Et en fait, mais en même temps, t'as la frustration de c'est long, l'éducation, c'est long. Et aussi, est-ce que ma manière de faire, c'est la bonne pour eux? Parce que c'est bon pour toi, mais est-ce que c'est la bonne pour eux? Et finalement, il n'y a que eux qui peuvent savoir si c'est bon pour eux ou pas. Même si toi, c'est frustrant, parce que tu dirais non, mais quand même, c'est super d'aller à l'école. Mais je dis un exemple qui n'est pas forcément vrai, mais par exemple, tu as les familles qui ont besoin des enfants pour aller qui travaillent pour eux. Ça fait partie du système économique. Donc c'est juste mettre les enfants à l'école, ça peut détruire l'économie et ça peut encore appauvrir les gens encore plus si tu le prends pas dans la globalité. Et donc c'est super compliqué et ça a l'air d'être une bonne manière de... Je pense, mais ça, un bon exemple en fait. Tu dois te savoir encore mieux que moi, mais je pense que le plus délicat quand tu
prétend vouloir développer des gens, des cultures, etc., c'est de tirer le trait, mince trait, enfin, je sais même pas si on peut tirer ce trait-là, entre ce qui est inhérent à la culture et ce qui Ce qui est un et potentiel de ce qu'il a change. détruit, tu vois. Ouais. Donc par exemple, en Inde, les filles qui sont mariées à 14 ans, est-ce que c'est de la culture ou c'est du pur sexisme? Ou est-ce que la Ouais. culture est sexiste? Mhm. Et là, je pense que tu vois, il faut trouver où tirer le trait. Ouais. Mais au fond, tu vois bien que c'est pas un élément culturel, c'est un élément de misogynie. Parce que tu vois Ouais. ces filles et il n'y en a aucune qui se réjouit. Mais aucune. Mm. Et donc ça, tu peux pas dire la culture est comme ça, elle est contre les femmes. Ouais. Et c'est là aussi que on peut se poser les questions C'est de le problème port de du trois voile, éléments, etc. Tu vois, le fait par exemple que dans les hôpitaux français, j'en parlais avec Marine, donc une amie qui étudie de la médecine, qui a beaucoup réfléchi à la position des femmes dans la médecine en France et qui dit mais si tu interdis le port du voile dans les hôpitaux, les seules personnes que ça emmerde et les seules personnes que ça empêche de travailler, c'est les femmes musulmanes. Alors que cet élément culturel, il arrange qui? Les hommes. Et à nouveau, on prétend que la laïcité, c'est quelque chose pour tout le monde, mais si ça exclut les femmes voilées, alors c'est pas pour tout le monde. Ouais. Donc c'est des Et puis contradictions surtout, qui sont du coup, fondamentales. Les patientes vont jamais être Ouais. reconnues par des femmes musulmanes qui Voilà. peuvent avoir des problèmes qui sont propres à une culture en fait. Mhm. Et du coup, c'est un peu nié. En fait, on nie une diversité culturelle pour des raisons de laïcité, mais pas dans le bon sens. Ça manque d'inclusion, mais c'est surtout ça va à l'avantage de la majorité culturelle où c'est très hypocrite en fait. Et même dans les écoles, là au Québec, il y a une loi qui fait débat, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, c'est un truc qu'on a depuis longtemps en France, qui est l'interdiction de port religieux, l'interdiction D'attributs religieux ostentatoires. C'était ça, non? C'est cette loi-là qui s'est dit interdiction de... Enfin, de signes religieux visibles, c'est ça que tu veux C'est ça, dire. pour les fonctionnaires. Ouais. Et donc, il y a plein de gens étudiants en éducation, par exemple, qui ne peuvent pas étudier ce métier pour des raisons religieuses. Et c'est que des femmes. On notera que c'est Et vraiment c'est que des femmes, mais quasiment c'est que toujours... des femmes. Alors, les mecs, on va toujours les laisser tranquilles sur comment ils s'habillent, alors qu'une femme... Et vas-y la mini-jupe, et vas-y le Ouais, voile. C'est ça. En fait, c'est toujours soit ce qu'elle porte, c'est parce qu'elle est oppressée et que... Enfin, t'as un peu cette hypocrisie-là de « Ah, mais t'es oppressée, ben vas-y, sois oppressée différemment, de la manière dont tu veux. Alors que on n'a jamais... Enfin, c'est rare de dire à un homme « Mais là, ton short, il est trop court. Bien sûr. Ou même des... Alors, je connais pas forcément des gens qui portent la kippa ou des choses où, tu sais... Ce qui est sûr, c'est j'en ai jamais vu des discriminés, alors que des femmes voilées, on en voit qui se font crier dessus dans tous les supermarchés. Non, mais moi, je pense que c'est juste que la plupart des cultures sont des cultures patriarcales. Et qu'à ce moment-là, tu peux pas dire, bon, on va préserver la culture, alors que c'est une culture pour la moitié de la population. Et un peu moins, parce qu'on sait qu'il y a plus de femmes sur la planète que d'hommes. Ouais. Mais ce qui est intéressant pour les signes ostentatoires, c'est une loi qui existe en France. Et je me souviens que j'avais trouvé ça bizarre parce qu'un jour, j'étais encore vachement petite, j'étais en primaire. Et je me souviens, mais même à Duruy, au lycée, il y avait pas mal de personnes qui portaient des croix. Donc des croix catholiques, enfin bon, peu importe, protestantes, etc. En tout cas... Mais la croix, ça pose pas de problème. Hein. Relative au christianisme. Mais alors même des très grosses croix, quand c'était des petites, bon voilà, mais on peut pas porter un petit voile. Alors, une petite croix, oui. Mais il y en avait qui portaient des vraiment grosses croix sous prétexte de rap ou je sais pas quoi. Il y en avait qui faisaient un peu de rap et qui avaient des chaînes avec des énormes croix. Jamais il y a eu un seul mot. En revanche, une fille qui vient voilée, c'est pas possible. Et là, c'est pas une affaire de culture, c'est une affaire de racisme et d'intolérance, encore une fois, quoi. Mais surtout, en fait, tu dis quoi aux filles qui portent le voile dans leur famille et qui doivent le retirer à l'école? Ah bah non, parce que t'es pas acceptée de la manière dont t'es. Enfin, c'est quoi le message? Si c'était elle qui choisissait, quoi. C'est quoi le message si tu veux l'émancipation de la femme, c'est pas en leur imposant une autre norme, en disant la manière... Enfin, ton existence nous dérange, en fait, que la personne va se sentir bien. Enfin, surtout quand t'as ce message-là pour les... Je crois qu'il pour des enfants en fait de leur dire là c'est ok, là c'est pas ok pour des raisons
pas forcément évidente en fait. Je pense qu'on se trompe de lutte parce qu'il faut jamais s'en prendre à des gens, il faut s'en prendre qu'à des idées. Ouais. Et tu sais, c'est je sais pas de qui vient cette expression, elle est en anglais, c'est fight mindsets, not people. Et je pense que c'est vraiment important, et je pense que c'est vraiment le plus difficile, de pas t'en prendre à quelqu'un, par exemple, tu te retrouves en Inde face à quelqu'un de complètement conservateur, mais de comprendre que c'est pas la personne. Ça sert à rien de, par exemple, tu vois, Hitler qui génocidait tous les juifs parce qu'il est pas d'accord avec le judaïsme, bon, il est fou, mais tu vois, c'est pas comme ça que tu fais changer les choses. Il faut t'en prendre, si tu es pas d'accord avec l'islam, si tu penses que c'est une religion qui peut-être discrimine trop les femmes, alors il faut t'en prendre au texte, ou il faut t'en prendre à un objet. Tu peux pas t'en prendre, tu peux pas t'en prendre à des personnes parce que ça n'améliore jamais rien. Et surtout que tu vois, c'est pas comme, on va pas tuer Trump et l'Amérique ira bien, parce que c'est une personne qui représente, qui représente la mentalité globale. Donc ce qu'il faut, c'est juste éduquer, et tu peux pas t'en prendre aux personnes, quoi. Mais c'est vraiment difficile, je trouve. Bah, surtout quand ton idéologie et même des gens qui critiquent que l'idéologie, c'est tellement ancré que forcément les personnes se sentent attaquées en fait. Je sais que j'écoute un philosophe qui s'appelle Sam Harris qui critique beaucoup la religion, et donc il y a des gens qui le traitent d'islamophobe parce qu'il critique l'islam, mais il critique aussi le christianisme, il critique le judaïsme, et donc les gens se sentent attaqués parce que c'est aussi leur identité, et en même temps c'est compréhensible en fait. Et je pense que c'est pour ça qu'une culture peut se réformer, mais que de l'intérieur. Tu vois. Évidemment. Mais à nouveau avec un soutien de l'extérieur. Parce que si tu laisses l'Inde et que tu n'y vas jamais, ben jamais les filles comprendront qu'il y a autre chose que le mariage. Parce qu'elles n'auront pas du tout de perspective. Quoi. L'important, ça reste, en fait, on en revient, c'est vraiment l'éducation qui fait tout. Et l'éducation, ça vient aussi par le fait de rencontrer quelqu'un d'ailleurs, qui est la raison pour laquelle la France devrait ouvrir ses frontières, parce que probablement que le racisme chuterait si la France ouvrait ses frontières. Bah, surtout si de base, en fait, il y a beaucoup de racisme par exemple en région, parce qu'il y a peu de personnes de couleur et peu de personnes d'autres religions. La clé, c'est l'exposition finalement. C'est ça. Et du coup, c'est un peu de l'ignorance en fait. Enfin, c'est un peu du racisme ignorant, où tu ne sais pas, du coup, tu as tes préjugés. Méchant, et puis à partir du moment où tu commences à avoir un ami qui est de la couleur que t'aimes pas, ou de la religion que t'aimes pas, ou sur laquelle t'as pris des préjugés, tu te rends compte que en fait non, cette personne n'est pas violente, ou cette personne est gentille, enfin les gens commencent à s'ouvrir, et c'est là où je pense que tu peux vraiment faire tirer un trait entre les gens qui sont racistes parce qu'ils sont ignorants, ou discriminants parce qu'ils sont ignorants, et les gens qui dans le fond le sont vraiment parce que quelqu'un qui va mettre à la porte sa fille parce qu'elle est lesbienne, là c'est qu'il y a un problème, quoi. C'est que l'amour, la haine dépasse l'amour. Et moi j'ai toujours tendance à dire, parce que du coup je trouve que là aussi le trait est difficile à tirer entre quelqu'un qui est raciste et pas raciste. Enfin tu vois, est-ce que t'es vraiment raciste, est-ce que t'es un petit peu raciste, c'est à quel degré, est-ce que t'aimes pas les métis, pas les noirs. Moi je trouve que le trait il se tire là où, quand tu as eu l'occasion, par exemple je suis raciste et on m'a donné 1000 occasions de m'éduquer, on m'a formée à ce sujet et je persiste. Moi je pense que c'est à ce moment-là que je suis raciste. Je pense que, comme tu dis, quand quelqu'un est pas renseigné, ignorant, qu'il est jamais sorti de son village, à quel point tu peux le blâmer. En revanche, une fois qu'il a eu l'occasion de se renseigner et qu'il là, lui refuse, je pense qu'à partir du moment où ça devient conscient et tu refuses quand même, c'est là que tu es à blâmer. Je pense que c'est vraiment à ce moment-là. Mais c'est là aussi où la communication globale avec internet, ça permet aux préjugés de sauter en fait. Parce qu'il y a un échange qui se faisait pas avant, où justement si tu vis toujours dans ton village et que t'as pas accès à l'extérieur, forcément on peut te dire n'importe quoi sur l'extérieur, ce sera vrai, tu vois, c'est parce que t'auras pas du tout d'éléments pour lui prouver faux, prove wrong. Ouais, c'est ça. D'accord. Voilà. Tu vois, les anglicismes. Non, mais t'as raison. Et là où tu t'exposes en fait à différentes façons de vivre, différentes façons de penser, avec internet, c'est là où il y a vraiment des révolutions sociales qui sont, je pense. Je suis d'accord. Et sinon, t'avais vécu comment, de manière, ce choc de culture en fait, entre... après, t'habitais dans plusieurs endroits, donc peut-être que t'avais différentes façons de vivre et de voir la société, mais avec l'Inde, surtout dans un village où c'est très particulier. Tu l'avais vécu comment, toi ? Moi, je pense qu'on c'est juste d'appeler ça choc des cultures, parce que j'étais très choquée au début. Et on pense toujours au visuel, mais l'olfactif, les odeurs, les sons, c'est des trucs...
j'ai eu des conférences, des workshops sur ça à Vienne, sur tout l'impact mental que peuvent avoir les sons. Il y a des sound studies qui sont en train de se développer sur... il y a des fréquences qui sont... Voilà, et en fait, il y a juste... Là-bas, il y a le bruit, fait partie du quotidien. Donc on peut dire que Paris est une ville bruyante, que Montréal est une ville bruyante. Tu peux dire ce que tu veux, mais l'Inde, et c'est un souk. Enfin, tu vois, on peut dire, telle grande ville européenne, mais l'Inde, c'est des bruits, et c'est parce qu'ils ont aussi des... Même dans les villages, non, dans les villages moins, c'est vrai, mais j'ai été beaucoup à Mumbai, c'est une ville que j'ai vue énormément. Je faisais beaucoup la navette en fait. J'ai vu Delhi aussi, ma famille et mon copain m'ont rendu visite. J'ai eu l'occasion de voir Delhi. C'est des endroits qui sont un petit peu insupportables. C'est le Taj Mahal qui est à côté, non? Le Taj Mahal, c'est à Agra. J'ai été aussi à Agra. Okay. Mais c'est plus au ça, nord. Le grand bâtiment. Ah, c'est ça. Le Taj Mahal est vraiment plus au nord. Mais c'était très beau. C'était très beau. Mais du coup, je pense que le bruit. Et moi, ce qui m'a fait le... Alors, et bon, on peut dire qu'on s'y habitue, mais on s'y habitue jamais, en fait. Tu t'y habitues jamais. Et c'est aussi le fait peut-être que au bout de 5 tu ans, peux jamais... non, moi, je connais des gens qui vivent... J'ai une directrice d'ONG qui est une amie de ma mère que j'ai rencontrée plusieurs fois quand j'étais à Mumbai, parce qu'elle est basée là-bas, qui est philippine à la base, et elle a vécu 40 ans de sa vie en Inde, elle ne s'est jamais faite. C'est parce que c'est un tel bordel que je pense qu'en fait si tu vis pas dedans depuis toujours et que t'as pas toute ta famille là-bas, ça reste inhérent à autre chose que à ta culture. Et je connais une Margot Adjuri qui est indienne et qui va souvent en Inde et qui se sent quand même pas chez elle. C'est quelque chose, c'est une ambiance très particulière. Mais il y a un truc qui est que j'ai jamais été à l'aise. J'ai jamais pu sortir dans la rue et juste ne penser à rien. C'est un sens alerte qui doit être constamment présent parce que c'est dangereux. C'est un endroit qui est dangereux et ça fait toute la différence. À Paris, on peut dire oui, c'est une ville dangereuse, il faut faire attention au viol, au harcèlement, oui, mais fondamentalement, on va pas se mentir. Moi, je vais acheter ma baguette, je pense pas que je vais me voir violer, même le soir, j'ai pas forcément peur. Et là-bas, c'est pas pareil. Je peux sortir à 14h et vraiment, vraiment flipper. Donc, c'est un petit peu comme une forme d'enfermement et de prison et d'isolation. Et il y a une forme de harcèlement là-bas qui est très forte, qui passe par le regard. En tant que blanche, au milieu de gens qui ne sont pas blancs, tout le monde me fixe. Donc je veux aller acheter mon beurre. Déjà, ça m'a pris longtemps d'aller acheter toute seule les trucs de la rue d'à côté. Ça m'a pris vraiment longtemps. Ça m'a pris peut-être 3 mois, à la moitié de mon séjour. J'ai commencé et pourtant, j'ai pas eu une tapette. C'est juste que c'est très dur. Et j'allais acheter mon beurre et tout le monde me fixe. Mais c'est-à-dire qu'ils fixent pas comme poliment. Là-bas, ils ont pas cette notion de poli et c'est des gens qui sont généralement pas très éduqués. Donc ils arrêtent toutes leurs activités et ils me fixent. Et parfois, il y a une rue hyper bruyante et je passe et tout le monde se tait. Et de vivre avec ça, c'est un poids. Parfois, du coup, je me disais, tu vois que c'est j'ai la pas besoin de majorité, pain, j'ai pas besoin de... Ouais, et ça fait très mal parce que c'est une forme d'exclusion totale. Et en plus, j'ai été, discriminée comme jamais en tant que femme. Surtout, je garde une très mauvaise expérience de New Delhi. Pour une femme blanche, en fait. Et pour une femme blanche encore plus, parce qu'ils ont une image de prostituée en tête. Pour eux, les seules femmes blanches qu'ils ont vues, s'ils en ont vu, c'est dans les pornos. C'est tout simple. C'est vraiment aussi simple que ça. Et ils ont une culture de filmer et de prendre en photo. Sur un piédestal, oui. en fait. Oui. Donc oui, et du coup, j'en viens à ce truc de la culture photo. C'est un petit peu, aussi on a ce préjugé asiatique, les asiatiques prennent tout en photo, etc. Mais il y a quand même une forme de pudeur en Asie, en Japon par exemple, qui est, tu vois, ce qui est fondamental. Et en Inde, pas du tout. Et j'étais à New Delhi et je visitais des monuments, donc j'étais quand même avec mon copain, donc un homme, c'est important à noter, et ma mère, une femme plus âgée que moi. Et il y a des hommes qui venaient, qui se mettaient devant moi et qui gardaient... leur appareil photo et qui me prenaient en photo. Mais quand je dis devant moi, c'est qu'ils étaient juste devant mon visage. Pour le guide d'aller très proche de moi. Voilà, j'étais juste devant mon visage et ils prenaient en photo et parfois ils demandent l'autorisation, mais souvent non. Et quand c'est constant, ça peut te faire péter des câbles. Et alors j'ai eu une crise de nerfs au sens le plus gros que tu peux voir du terme à New Delhi où il y a un homme j'étais vraiment très fatiguée ce jour-là et j'étais vraiment déprimée à cause de tout ça et je me sentais vraiment très seule alors que j'y avais mon copain et ma mère et j'étais assise sur un banc et je me reposais devant un des monuments célèbres de Delhi et il y a un homme, une espèce de vraiment un porc, tu sais, comme tu peux t'imaginer, non mais vraiment quelqu'un qui ça se voit qu'il est pas net et il est venu et tout et il avait son téléphone devant moi. Et je lui ai dit stop, enfin tu vois parfois il parle pas anglais, ça arrive souvent en Inde qu'il parle pas anglais, je dis stop, je veux pas, please stop this, I don't want this, etc. Je lui ai parlé tranquillement pendant 1 minute et ça m'a tellement énervée que j'ai pris son téléphone et je l'ai lancé mais hyper lent. Et après c'est un réflexe que j'ai eu, ça m'est arrivé plusieurs fois de prendre les téléphones quand il voyait que j'étais pas d'accord parce que le non-consentement ça se lit sur un visage, tu vois, il se tournait vers moi, il continuait de rigoler, etc. Et je dis bah tu sais quoi. Et effectivement, il a rigolé, il est parti, évidemment, il a rien à faire de son téléphone. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de faire ça. Et ça mène à bout.
J'aurais pensé qu'en fait, il serait devenu violent. Non, mais et ça mène à bout. Moi, ça m'a vraiment, je pense que ça a participé à mon burn-out. Cette forme de harcèlement visuel, de ne jamais être tranquille, de ne jamais passer inaperçu, de toujours être un objet de convoitise. Et alors les regards pervers, et pas d'attouchement, parce que ça, ils osent pas en général me toucher. Mais il y a tellement qui passent par les yeux, et les coups de langue sur tous les hommes que tu croises, tu sais, ça fait très mal. Ça fait vraiment mal. Voilà. Allez en Inde. Voilà, je recommande pas New Delhi pour un premier séjour en Inde, ça c'est sûr, en tant que femme. Et tu trouves que c'est propre à New Delhi ou juste aux grandes villes en général? Moi je pense que c'est plus... Alors j'ai vraiment à peine vu ça à Mumbai. Moi je pense que c'est très New Delhi, ouais. Est-ce que Mumbai est plus international ou... Non, New Delhi est quand même la capitale... non, alors Mumbai c'est la capitale culturelle, mais New Delhi c'est la capitale, comment on dit, politique, économique. Et c'est vachement plus international, et pourtant, c'est là qu'on trouve le plus d'ignorance. Je sais pas si t'as vu la vidéo de la carologie qui est partie en Inde aussi. Oui, je les ai pas toutes vues, mais j'en ai vu certaines de son il y en a une... elle parlait du sexisme en fait en Inde, où elle racontait que les gens la fixaient. C'est-à-dire que c'est pas tu regardes et de manière pudique, en fait, non, ils te fixent pendant 10 secondes et c'est... Tu dois détourner le regard parce que... Enfin, tu dois partir, en fait. c'est assez violent. Oui. Et tu développes une carapace qui est très solide. Je me souviens, j'étais très mal polie en rentrant d'Inde parce que je ne pouvais pas sourire dans la rue. C'est-à-dire que dans la rue en Inde, si tu souris, ils ont tendance à prendre ça pour une invitation ou un consentement à quelque chose. J'ai développé une... bitch face très violente. J'avais un visage fermé souvent, et en fait on sait que sourire ça impacte énormément l'humeur. À mon avis, à nouveau, mon burn-out a été influencé par le fait que je souriais très peu. J'étais vraiment... Mais c'était nécessaire pour ma sécurité, quoi. Je me sentais pas safe de sourire, donc j'ai arrêté. Et le retour en France, du coup, c'était comment? Ah, c'était très dur. Je pense qu'on peut parler autant de la difficulté de partir que de revenir. Parce que déjà, la solitude immense, là, ça me fait plaisir parce qu'on en parle, mais la solitude de revenir, et tu sais, c'est comme le Canada. C'était comment le Canada? Super. Et ça ne résume rien. Ça n'évoque rien. Alors que toi-même, ça a dû être très difficile de vivre aussi loin, que ce soit une culture similaire ou non, on s'en fout. C'est loin, tu peux voir personne que tu connais pendant longtemps, c'est dur. Et en plus de ça, là-bas, j'avais aucun repère. C'est-à-dire physique, je pouvais pas manger un poulet quand j'en avais envie, parce que les gens mangent pas le poulet. Et la nourriture est poussée La nourriture quoi? Épicée. Très épicée, mais ça, heureusement. Alors là, Dieu se loué. Ma mère a toujours fait beaucoup de cuisine très 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 pimentée. Et en général, j'étais plus tolérante au piment que les locaux. Parce que vraiment, ma mère cuisine très fort, quoi. Mais parce qu'elle voyage beaucoup. Et le retour a été très solitaire. Et alors, j'étais nécessaire pour ma santé mentale parce que j'étais vraiment en train de un peu perdre les pédales là-bas. Mais j'ai comme eu l'impression de m'éloigner d'amis très proches de moi. Et ça a definitely fait des fossés entre certaines personnes et moi. Parce que pour toujours, il y aura cette énorme partie de moi qui est devenue l'Inde, parce que c'était si différent de ce que j'avais jamais connu, qui ne pourra plus jamais nous lier autant qu'avant, quoi. Ça reste entre nous. Comme pour toi, le Canada ou la Finlande, ça reste des choses que tu as faites toute seule quelque part. Ben, après, le fait d'avoir eu ta mère et ton copain qui sont venus, ça t'a... Ah, ça m'a sauvée. Je pense que sans ça aurait été encore plus dur. Parce que vraiment, je pense que d'avoir une relation amoureuse, de vivre ça indépendamment de la relation, et de devoir continuer comme s'il ne s'était rien passé, je sais pas comment ça se laisse gérer. Pour moi, c'était évident qu'il fallait qu'il vienne voir. Et il a été très bouleversé. Ça a été un voyage très difficile pour lui, parce qu'on a aussi été voir des choses très difficiles. On a été dans... Je sais pas si tu sais ce que c'est des victimes d'acide, les attaques d'acide. C'est quelque chose de très courant en Inde. Et on les voit pas parce qu'elles se cachent. C'est des femmes c'est que des femmes, enfin c'est genre 0,0001% d'hommes, qui se tairent à vie une fois qu'elles sont atteintes. Et il y a un café, à New Delhi justement, qui a ouvert avec seulement des femmes qui ont été attaquées par l'acide, qui ont travaillé. Et ça, c'était un déclencheur pour mon copain. Ça l'a... Mais il a eu vraiment, je crois, une mini-dépression parce qu'il a commencé à pleurer ce jour-là et il s'est en fait jamais arrêté. Tout le long du séjour, il fallait 3 fois rien pour le relancer. Est-ce que ça a éveillé ta conscience féministe de voir Ah, je pense que oui. Je pense que ça... Mais le féminisme, j'essaie de me poser en ce moment la question de comment j'y suis venue, parce que c'est difficile de retrouver tous les engrenages et tout ce qui a enrayé ta culture pour que tu arrives à là. Mais en tout cas, je suis sûre qu'en tout cas, ça a eu des réflexes de... Mais c'est pas possible. Tu vois, j'ai quand même eu des moments où je dis, ça peut pas rester comme ça. On peut pas laisser ça se reproduire.
Donc dans ce sens-là, oui. Ouais, surtout qu'en Inde, c'est vraiment des violences qui sont, je pense, plus graves qu'en France. Ouais. Et surtout Et plus nombreuses, quoi. plus nombreuses, C'est plus presque courantes, culturel. Ouais, c'est normal. Du coup, culturel avec des gros guillemets, quoi. Ouais, mais c'est normalisé en fait. Ouais. Et en plus, c'est Normalisé et rendu invisible quand même, parce que tu vois, les femmes attaquées par l'acide, elles sont pas normalisées parce que personne les voit. Il faut vraiment aller dans ce café à Mais Delhi. est-ce que t'as eu connaissance du système de caste en Inde Ouais. Oui. Dès que tu as affaire à des gens qui sont un petit peu éduqués, en tant que personne blanche, tu vas tout de suite être respecté. Donc il y a ce truc de regard, etc., qu'on va jamais pouvoir empêcher. Mais dès que tu rentres chez des gens un tout petit peu plus éduqués, qu'ils soient pauvres ou riches ou de caste élevée ou non, tu vas être respecté. Et rien que ça, que tu arrives et que tout le monde t'écoute très attentivement, tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Quand tu rencontres quelqu'un en France, il n'y a jamais tout de suite ce respect-là. Et là-bas, c'est gagné d'avance. Ouais. Et ça, c'est parce que les castes, donc il y a beaucoup qui jouent de, évidemment, ta famille, etc., mais il y a beaucoup qui jouent de ta couleur de peau. Si tu viens d'une famille pas très riche, mais que tu es un peu fair, donc que tu as une couleur de peau relativement claire, tu vas être beaucoup plus respecté que si tu viens de la famille qui a exactement autant d'argent, mais la peau plus foncée. On va tout de suite te catégoriser. C'est très raciste. C'est très raciste. Mais ils appellent pas ça comme ça, ils appellent ça le système des castes. Ouais. Donc j'y ai complètement eu affaire. Et parfois les gens, je disais, ah mais on peut pas aller aussi boire un café avec telle personne. Ils m'ont dit, non, il est d'une caste trop inférieure. Et je dis, pardon, il est de quoi? Il a le sida ou c'est que c'est la tuberculose? Je comprenais pas, tu vois. Et c'est vraiment une forme d'allergie. Et à nouveau, tu peux pas les blâmer. C'est comme ça que tu penses là-bas. Ouais. Et en fait, ce qui est vraiment bien, c'est que dans cette ONG, quand je les mettais face, et encore, c'est des gens qui étaient vachement avancés avec tout ce que je te dis, mais parfois je les mettais face à des choses comme par exemple, il y a une fille, du jour au lendemain, j'étais très amie avec elle, et du jour au lendemain, elle est plus revenue à l'ONG sans pouvoir me dire au revoir ou quoi, parce qu'elle a été mariée. Ah ouais. Et du coup, t'as eu affaire à des femmes mariées. J'ai eu affaire à ça, en direct, tu vois, c'est-à-dire qu'elle était assise à côté de moi, le jour d'après, le siège était vide. Et alors, dans l'ONG, tout le monde savait que ça arriverait un jour parce qu'elle est très jolie, vraiment particulièrement jolie. Et pas si jeune que ça. Enfin, pour une fille en Inde, je pense qu'elle avait 19 ans. C'était plus que temps, tu vois. Ça faisait 6 ans qu'elle aurait dû déjà avoir des enfants. Donc ça, j'ai vu. Mais tu vois, quand j'en parlais après, le jour même, au déjeuner avec les autres, et que je disais, mais vous voyez que c'est absolument pas ce qu'elle voulait et qu'elle avait une brillante carrière, je dis ce mot bête, mais elle avait une brillante vie, en tout cas professionnelle à mener, ou une vie de militante, et maintenant elle est femme au foyer. Et quand tu les mets face à des évidences comme ça, s'ils ont un petit peu de bonne foi, ils et elle vont être complètement d'accord avec toi, tu vois. Mais il y a encore une différence entre être d'accord et prendre des mesures. Ouais. En fait, c'est compliqué d'être exposé à un choc tous les jours par rapport à des choses qui te semblent normales ou c'est pas du tout. Enfin, c'est complètement différent. Ouais, acquises et qui sont complètement différentes là-bas, et en même temps de pas se résigner à se dire bah écoute c'est juste comme ça et voilà on peut rien y faire, mais quand même vouloir il y a ce mot un peu méprisant de éclairer, mais éduquer, donner une perspective en tout cas, mais quand c'est constant à un moment faut trier quoi. Ouais. Et est-ce que tu t'avais développé un peu des filets de sécurité pour ton moral ou pour me protéger? Ouais. Je pense que dans mes relations aux autres, non. Parce que j'ai essayé au début et j'ai vite réalisé qu'il me fallait des alliés. Tu sais, c'est un peu comme partir à la guerre, aller aussi loin et aller dans un endroit aussi hostile en fait finalement. Ouais. Et donc il a fallu que je laisse rentrer des gens. Et pourtant je suis quelqu'un qui fait ça difficilement au quotidien même, parce que pour plein de raisons qui se sont aussi développées avec le temps. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui finissent par développer des carapaces et de méfiance par rapport aux autres êtres humains. Mais là-bas j'ai eu besoin au bout d'un moment de me rendre vulnérable, mais j'ai fait attention avec qui évidemment. Et donc j'ai gardé quelques très 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 bons et bonnes amis avec lesquels j'ai encore contact maintenant. Mais comme ça globalement... je sais pas, alors je pense qu'on peut faire ça de plusieurs regards. Soit tu peux te dire que j'ai été vulnérable tout le temps parce que j'avais quand même constamment des discours militants, et je pense que faire du militantisme c'est se rendre vulnérable, c'est montrer qu'il y a une cause qui est importante pour toi. En même temps tu peux considérer que je me cachais tout le temps derrière ça, donc à toi de choisir. Tu peux considérer ça comme tu veux. Ouais. Et du coup le temps d'adaptation quand t'es rentrée en France, ça a pris combien de temps C'est-à-dire pour complètement revenir entre guillemets à la normale? Ouais. Moi je pense que ça a duré... Attends, enfin, je sais pas si tu reviens à la normale parce que de toute façon ça change. Je pense que comme ça, à vue de nez, on peut dire 4 mois à peu près. Ok, donc c'est ça a quand même pris... En fait ça a pris la durée du voyage. Ouais. Donc ça a pris
à partir du moment où je suis partie le double. Enfin, tu vois ce que je veux dire, littéralement la durée du voyage pour me remettre. Pour repartir sur des bases saines. Et donc ça t'a pris 1 an en fait en tout En tout, ouais. D'y aller et d'en revenir. Ouais. Je pense que c'est très important, quand tu pars dans ces endroits-là, de savoir dans quelles conditions tu vas revenir. Et d'être sûr qu'il y a un gros filet de sécurité et de choses que tu connais et que tu aimes qui sont là à disposition pour toi. Ça joue énormément. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui deviennent un peu fous en rentrant de ces voyages-là. Parce que là-bas, ton corps a des capacités d'immunité mentale que t'as pas nécessairement en revenant. Et en revenant, tu baisses ta garde et d'un coup, ton cerveau peut avoir des réactions imprévisible, en oubliant toutes les maladies que tu peux développer d'un coup quand ton corps se relâche. Ça s'appelle le syndrome indien, je crois, c'est un nom. C'est possible, mais je pense que ça arrive même quand tu fais n'importe quel voyage culturel très différent et très justement choc des cultures. Je pense que c'est très très fréquent en tout cas, il faut faire vraiment attention au retour. C'est ce qu'on lit souvent quand on se renseigne un peu sur des voyages très loin, on lit préparez votre retour autant que votre aller, et je peux juste dire à quel point c'est vrai. Donc vraiment, prépare ton retour quoi si tu veux aller dans un endroit comme ça. Ouais. Et du coup quand t'es partie à Vienne, ça allait en fait. J'allais mieux. Ouais. T'étais pas repartie forte de ton expérience et du coup partir de chez tes parents encore, tu l'as bien vécu. Oui, parce que en Inde, constamment quand ça allait mal, je me disais j'aimerais tellement déjà être à Vienne, j'aimerais tellement, parce qu'en fait pour moi je voulais juste rentrer en Europe. Je voulais revoir ma famille, mais ce que je voulais c'était avoir mes réflexes européens. C'est pour ça que parfois tu sais les gens disent oh non, voyager en Europe c'est pas vraiment voyager, tu vois. Parce que c'est vrai qu'il y a des repères, des espèces de gros marqueurs comme ça, et ce que je voulais c'était vraiment rentrer en Europe, et Vienne fait partie de tous ces réflexes que je connais, plus de ma culture germanique, germanophone, donc ça n'a pas été un choc. Et à tel point qu'il y avait des moments à Vienne où l'Inde me manquait. Ah ouais. Ouais, donc ça s'est renversé. Et maintenant c'est quoi ton meilleur moment à Vienne, ou celui qui sera le plus mémorable? À Vienne? Pardon, en Inde. Ah, je disais, mon meilleur moment à Vienne. C'était ce jour en cours ou mon meilleur moment en Inde. Je pense que le moment le plus marquant, parce qu'à chaque fois que je parle de l'Inde, c'est la première chose qui me vient dans la tête, et pourtant c'est pas la première chose à dire, parce que c'est la dernière chose que j'ai faite là-bas. J'étais déjà très malade mentalement. Et on m'avait proposé, avant que j'ai vraiment le choc final où je me suis dit bon ça va pas, il faut que je rentre sinon je vais me tuer quoi. Non mais tu vas pas me tuer, mais genre ça va être la fin de moi, je vais complètement me perdre, je sais, ça devient un dédale dans ta tête, c'est très compliqué de sortir d'un burn-out toute seule. Et donc et on m'avait proposé de faire une conférence. J'avais organisé pour la Journée de la femme à l'ONG une espèce de grande rencontre, et j'avais proposé à chaque personne, se basant sur une œuvre d'art ou un objet filmique, enfin sur quoi que ce soit, mais en tout cas un objet, quelque chose de concret et matériel à montrer aux autres, de montrer quelque chose qu'il voulait présenter sur la vision de la femme, sur sa perception de la femme. Ça pouvait être de parler de sa propre mère, de parler de la vision des femmes au Mexique, j'en sais rien. Donc j'avais lancé cette idée, c'était un travail fou, et c'était donc le 8 mars 2018. 2017 8 mars 2018, on s'en fiche. Et j'avais organisé ça, et j'avais invité le président de l'ONG, qui est quelqu'un qui est pas très présent, parce qu'un président d'ONG, c'est littéralement quelqu'un qui s'occupe du haut de l'administration de l'ONG. Donc c'est quelqu'un qui en fait n'est jamais dans les locaux, il est jamais sur le terrain, et il gère en général plusieurs ONG. Et je l'ai invité, et il est venu, et il a fait sa propre présentation, et c'est moi qu'en fait qui comment on dit tu faisais la médiation. C'est ça, mais comment on dit et à la fin de ça, moi je trouvais que ça s'était vachement mal passé, notamment parce qu'il y a eu des gens qui ont un peu saboté le truc ou qui étaient de mauvaise foi. Et j'avais été très déçue de moi, parce que je suis quelqu'un qui attend beaucoup de moi-même aussi. Et le président à la fin est venu et m'a dit qu'il avait adoré. Pas vu beaucoup de conférences toi. mais bon, il m'avait dit des trucs très valides, il m'avait dit ça c'était très bien, effectivement c'était des choses qui s'étaient vraiment bien passées, et il m'a proposé de faire une conférence que je pouvais construire comme je voulais devant le directeur donc il est directeur du département de sociologie de la plus grande université de Nashik, qui est quand même une université avec 200 000 élèves, donc c'est pas une petite université non plus, et de faire une conférence devant des élèves de 3e année de sociologie. Et moi j'avais 18 ans, j'avais mon bac en poche, je lui ai dit mais je pense qu'on s'est mal compris, parce que moi j'ai vraiment que mon bac et j'ai vraiment jamais fait de conférence, je sais pas comment m'y prendre, je parle anglais et pas le marathi, qui est la langue du Maharashtra. Et il m'a dit pas de souci, dans ce département ils parlent tous couramment anglais, et je veux juste que les seules conditions c'est que tu parles de l'éducation, et que tu compares un petit peu les éducations entre guillemets européennes par rapport à ton expérience en Inde, mais je veux aussi que tu parles de ton expérience en Inde indépendamment de toutes les questions d'éducation.
Et en fait, j'avais déjà préparé tout ça, tout ce que je voulais leur dire. J'étais stressée à mort, t'imagines. En plus, il m'a dit que ça pouvait durer 2 heures, ensuite 1 heure de débat, qu'il y aurait le directeur, tous les profs et tout. J'ai dit, oulala. Mais je me suis dit, mais j'ai réfléchi, je me suis dit, peut-être que c'est con, peut-être que je vais me rater parce que j'y connais rien, mais c'est la seule occasion de ma vie, si ça se trouve. Ou en tout cas, la seule occasion avant une vie professionnelle. C'est incroyable, tu vois, d'avoir comme ça un auditoire prêt dans le département de sociologie, tous les élèves, bref. Et j'avais déjà tout préparé, et puis j'ai eu mon burn-out. Et j'ai envoyé un mail, je lui ai dit, écoute, je suis malade, je rentre à Paris dans 1 semaine, je vais pas la faire ta conférence, tu vois, concrètement, ça sert à rien, je suis pas capable. Et puis le directeur de l'ONG, qui est devenu un très très bon ami en fait, qui m'a un peu adoptée, il m'invitait toujours chez lui, j'étais très amie avec sa fille, m'a dit, tu sais, je sais que ça va pas, mais peut-être que tu vas regretter toute ta vie de pas l'avoir fait ça. Et si ça va pas, est-ce que c'est ça la dernière image que tu veux avoir de l'Inde? Est-ce que c'est ça que tu veux garder en souvenir, que tu es tombée malade à la fin? Et là j'ai réfléchi et vraiment c'était dur parce que mon cerveau était et je me suis un peu laissée guider par mon, tu vois, mon feeling intérieur, et je me suis dit bon, je le fais. Et je l'ai fait, et c'était mon meilleur souvenir, c'était incroyable. J'ai parlé un petit peu comme là de beaucoup de moi, désolée, et beaucoup de toute mon expérience, mais je me suis rendu compte à quel point c'est pour ça que ouais, mais à quel point c'est une expérience riche grâce à mes parents, grâce à tous les privilèges auxquels j'ai droit depuis toujours, et je crois que ça a beaucoup intéressé tout le monde, et ça a été un des plus beaux moments de ma vie tout simplement. Et ma présentation, ma conférence a été relatée dans 3 journaux, dont un était d'auteur national. Donc apparemment il y avait des journalistes aussi dans la salle, j'en savais rien. Et bon, les articles sont en marathi, donc je vais pas te mentir, c'est des signes que je ne sais pas lire. Mais il y avait ma photo dans les journaux et tout, c'était dingue. C'était vraiment fou, et c'était je chéris ça plus que tout. Enfin, c'est un truc incroyable. Ouais. Je le chéris beaucoup, ce souvenir. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait voyager mais qui oserait pas? Je pense que le plus important pour voyager seul, c'est déjà se demander si on veut vraiment voyager seul. Parce que ça, alors, si tu voyages seul et que tu vas rejoindre, je sais pas, ta grand-mère en Italie, c'est pas pareil que si tu entreprends un périple tout seul ou toute seule. Dans le cas où tu voyages toute seule en tant que femme, et c'est différent, que tu sois une femme ou un homme, on peut pas se voiler la face, il faut que tu te renseignes sur la condition des femmes là où tu vas. Si c'est en Roumanie, c'est vachement pire qu'en France, et pourtant c'est en Europe et c'est pas si loin que ça, etc. Mais il faut savoir que y a les femmes, par exemple en Roumanie, même si c'est pas un pays très musulman, les femmes se voilent, mais pour des raisons complètement différentes. Juste elles portent des espèces de foulards sur la tête, c'est une question de pudeur. Il faut te renseigner sur ce que tu peux t'autoriser ou non, et ce qui peut te mettre en péril ou non, par rapport à la justice, mais aussi par rapport à ton quotidien. Et ensuite je pense que juste renseigne-toi autant que possible, mais fais n'importe quoi, regarde les vidéos de Seb Lafrite qui a été en Inde, enfin, tu vois, regarde les vidéos de l'aquariologie, regarde des sketchs sur le pays, tape actualité Téhéran, tu vois, et regarde ce qui se passe dans la ville, sache quand a été le dernier attentat terroriste, sache quelles villes sont les plus dangereuses, etc. Et moi je pense toujours que plus tu vas loin et plus c'est une région inconnue, plus ne laisse pas trop de choses au hasard. On a tendance à presque... souvent on se sous-estime, mais parfois on se surestime pour ces choses-là, et on a tendance à penser que vraiment on peut improviser. Mais si tu vas quelque part où tu connais pas du tout, prévois au moins tes premières nuits. Sache où tu vas dormir, tu vois, te dis pas « Allez, je prends mon sac à dos, je vais en Inde, on verra bien ». Prévois tes premières nuits et t'aviseras après. Et prévois ton retour. Et ça, bon, je pense que ça vaut vraiment quand tu pars loin, quoi. Mais prévois-le aussi bien que tu prévois ton aller. Prends ce que je dis à la lettre et sache dans quel état tu vas trouver ta chambre quand tu reviens. Sache, prévois des choses à ton retour, que tu tombes pas dans une espèce de dépression post-activité très intense. Je pense que c'est ça. Et sois prêt et prête à être plus que tolérant. Ouvre-toi totalement à la culture des autres, et essaye de pas rester d'un point de vue qui est le tien. Essaye de littéralement rentrer dans les souliers de l'autre, tout en sachant que jamais tu pourras savoir ce que c'est que de vivre dans sa peau à lui. Ouais. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui du coup est rentré et qui a du mal à partager son expérience avec les personnes de son entourage qui peuvent pas comprendre? C'est vraiment difficile, j'ai pas toutes les clés moi-même pour ça, je pense. Moi je pense que le plus important, si tu veux le partager avec des gens directs, ta famille, etc., essaye d'initier le dialogue, et peut-être avant toute chose, fais-leur comprendre que tu as besoin de partager ça. Parce que peut-être que si tu commences juste à dire « D'ailleurs, l'Inde, j'aimerais vous raconter », les gens vont pas trop comprendre d'où ça vient, tu sais, pourquoi tu veux te raconter, est-ce que ça t'a pas suffi de le vivre, etc. Il faut peut-être que tu essaies de leur expliquer au mieux, et si tu oses te montrer vulnérable comme tu es à ce moment-là, honnêtement, et leur dire « Voilà,
c'était très dur pour toutes ces raisons et j'ai besoin de vous en parler. A priori, si c'est pas des monstres, ils vont t'écouter. Ouais. Et un truc que je peux vraiment recommander, sans moi-même l'avoir trouvé, mais encore une fois, j'étais dans des conditions différentes. J'ai des gens qui sont venus me voir. Il y a eu Agathe aussi qui a été venue me voir, enfin qui est venue me voir, donc c'est une amie. Donc c'est encore des conditions différentes. Mais je pense que peut-être trouver des gens qui ont fait la même chose que toi. Il y a plein de sites internet, il y a plein d'assos qui mettent en relation des gens qui ont fait des voyages. Alors si par exemple toi tu as été en Inde et qu'il y a une autre personne qui a été en Thaïlande, probablement que vous avez quand même des souvenirs en commun. Probablement que vous pouvez toutes les deux ou tous les deux parler de commencer de partir super loin. Et là je pense que vraiment de nos jours, des groupes Facebook, il doit y en avoir. Pareil, des cafés, tu m'as parlé du café polyglotte. Je suis sûre que tu vas là-bas, tu vas trouver au moins une personne statistiquement en y allant 2 ou 3 fois qui a fait un grand voyage. Et je pense que de pouvoir parler même avec un complet étranger. Le café polyglotte, c'est un café à Paris où il y a des soirées qui sont organisées pour parler des langues en fait. Donc c'est forcément des gens qui voyagent ou qui sont à Paris et qui viennent à Paris de manière temporaire, ou des Parisiens qui sont intéressés par l'étranger. Donc là tu peux être, il y a une bonne communauté qui peut se trouver là-bas. Et il ne faut pas sous-estimer la facilité avec laquelle tu peux connecter avec un étranger ou une étrangère. Je trouve que parfois tu peux raconter des trucs très intimes à quelqu'un que tu connais pas du tout et ça va très bien se passer. Parce que pas de contexte, parce que c'est des paroles sans jugement. Oser être vulnérable. Oser être vulnérable, vraiment. Et c'est souvent plus facile avec des gens que tu connais pas, parce que tu vois que les gens que tu connais, il y a tellement de contexte, tellement de fils rouges à ne t'as pas la franchir. honte qui vient tout de suite, alors que quelqu'un que tu connais pas, tu te dis au pire on se parle pas. Et au pire, il n'y a pas de moyen de comparaison, la personne n'a que ce que tu lui donnes. C'est très rafraîchissant. Donc, ce conseil-là, tu trouveras des gens qui ont fait comme toi. T'es pas tout seul, toute seule. Vraiment. Ok. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. On se retrouve sur Instagram sur le compte @anthropovlog où vous pouvez interagir avec moi pour me donner vos retours sur le podcast. N'hésitez pas à faire un tour sur YouTube si vous êtes sur une plateforme de podcast pour m'écouter parler d'anthropologie. Merci à Tom O'Dwyer et Joël Armary pour les conseils de graphic design et à Maxime Cotreau pour le community managing. Je vous dis à la prochaine fois. Vous étiez sur le Talkie Walkie Walkie Talkie Podcast.